Vous savez, j'ai pas forcément l'ambition de faire que du Star Wars sur cette chaîne, mais vu la direction que prend la franchise et la manière dont les sorties médiatiques récentes corroborent ce que j'ai présenté dans ma vidéo précédente, Why Palpatine would be committed to the directions that he's committed to, as Yeah. bad or good, however you view it. You sure about that? You sure about that? What does that say about you? Yeah, I'm dark-sided. Clearly. I've always been dark-sided. All Sith. oui, bah autant battre le fer quand il est chaud. Avec la sortie de la nouvelle série Star Wars The Acolyte, on a tout intérêt à revenir sur les problèmes narratifs toujours plus visibles de la plus grosse franchise d'Hollywood. Et quoi de mieux que d'utiliser la prélogie pour mettre en évidence la plupart des enjeux actuels. On m'a suggéré dans les commentaires que ce serait plutôt intéressant d'éclaircir ma position sur la prélogie. C'est vrai que j'ai été plutôt clair sur la trilogie originale et la postlogie sans aller dans les détails concernant la prélogie. Et je vais être honnête, cette trilogie me pose quelques problèmes d'appréciation. Il y a longtemps, j'aurais été catégorique, la prélogie ne vaut rien. Mais avec les années, j'ai fini par revoir ma copie. Je ne l'estime toujours pas être au même niveau que la trilogie originale, mais j'admets très volontiers que je la respecte pour ce qu'elle est. Et il faut dire une chose, c'est que si l'on ne respecte pas la prélogie, ce n'est certainement pas Disney qui le fera pour nous. Alright now, get out there and make me some goddamn money! En partant d'un aveu personnel visant à trouver plus de sens à la prélogie, j'ai fini par y voir une sorte de nouvelle grille de lecture. Une aubaine sans doute, puisqu'on a peut-être besoin de collectivement faire le point sur cette prélogie. À commencer par Disney et Lucasfilm, qui, on ne sait pas trop où ils en sont eux avec la prélogie justement. Successivement, on a eu l'impression qu'ils voulaient rien garder, puis en fait non, et puis en fait si quand même un peu. Et si Disney a eu jusqu'ici toutes les peines à reconnaître, gérer ou intégrer la prélogie dans sa vision ou sa version de Star Wars, ce n'est pas un hasard. La trilogie pose problème, elle pose en fait une série d'obstacles bien plus contraignants que sa grande sœur. Alors pourquoi l'ombre de la menace fantôme, de l'attaque des clones ou de la revanche des Sith demeure encore aujourd'hui la plus grande épine sous le pied de Disney? Why? Voilà, je me disais que ça pouvait être peut-être plus intéressant de partir avec un angle d'attaque plutôt que d'exposer simplement mon opinion sur la trilogie en question. Get on with it. Yes, get on with it. Oui, j'y viens. L'idée, c'est de commencer par les raisons qui ont poussé Disney à tenter d'ignorer la prélogie dans un premier temps, puis partir sur les clivages entre les générations de fans, la polémique des midi-chloriens, les formes de contraintes imposées par les différents systèmes de magie dans les récits merveilleux, le retour de Disney vers la prélogie pour finalement expliquer en quoi la prélogie a un mérite que ne possède pas la postlogie. En gros, voilà. Dans ma vidéo précédente, je me suis permis d'envoyer quelques taquets en direction du grand bâtisseur de la postlogie, J.J. Abrams. Je lui reproche notamment d'avoir volontairement ignoré la prélogie en ne s'appuyant que sur les marqueurs de la trilogie originale. Une démarche dépossédante George Lucas de son œuvre, ou d'une partie du moins, simplement parce que J.J. n'aimait pas la prélogie. Good job. Ma proposition visait en quelque sorte à démontrer que l'attachement sincère ou opportuniste des créateurs qui ont travaillé sur Star Wars depuis Disney avait la vilaine tendance à provoquer une redéfinition auto-centrée et personnelle de certaines dimensions de l'univers. Je critiquais donc le « chacun son Star Wars », c'est-à-dire une interprétation individualiste et égoïste de l'œuvre parce qu'elle provoque sa dénaturation. Et J.J., il n'a pas aimé la prélogie, donc il a carrément fait comme si elle n'existait pas. Oh, George. This is great. Quoi qu'il en soit, la prélogie en tant que telle me fascine. Je l'ai dit, je ne trouve pas que ce soit des grands films, mais j'ai l'intime conviction que sa résonance a été particulièrement difficile à gérer pour Disney. Leur traitement sur la prélogie offre, selon moi, l'une des meilleures clés d'analyse ou grilles de lecture permettant de cerner les égarements corrosifs de Disney sur la franchise. La compagnie de Mickey a acheté en 2012 les droits pour Star Wars, tout en sachant qu'un pas dans une direction ou une autre pouvait être extrêmement clivant chez les fans. La prélogie n'avait effectivement jamais été très bien considérée, même à Hollywood, et après avoir dépensé une telle somme d'argent dans l'achat de Lucasfilm, autant dire que Disney n'avait pas envie de se planter sur les futurs films. Mais problème à cette période, beaucoup de réalisateurs refusent le job. La pression financière d'un Star Wars, la pression des fans ou encore la pression de passer derrière George Lucas les pousse naturellement à éviter le cadeau empoisonné. Même J.J. refuse, la première fois. La seconde fois, Disney est probablement désespéré, donc J.J. finit par accepter. Il faut comprendre que pour des raisons financières et logistiques, Disney n'avait plus trop le luxe de perdre du temps. Une aubaine pour J.J. qui allait donc pouvoir créer son Star Wars à lui, avec une marge de manœuvre jusqu'ici inespérée.
George Lucas avait des plans concrets pour la postlogie. Il voulait faire quelque chose de relativement novateur, de différent pour la franchise. They wanted to do a retro movie. I don't like that. Son ambition part en effet du principe que quand on réalise un nouveau film, il faut apporter quelque chose de nouveau, sinon on refait la même chose et c'est pas vraiment intéressant. Every movie I worked very hard to make them different. Different planets with different spaceships with different, to make it new. Mais des plans qui n'arrangeaient évidemment personne, puisque Disney voulait s'assurer les faveurs du public et jouer la carte de la sécurité en misant sur un succès sans trop prendre de risques. Et JJ avait probablement juste envie d'ignorer George Lucas à cause de sa prélogie. Dès lors, on comprend pourquoi le premier film de la postlogie deviendra une pâle copie du premier Star Wars Un Nouvel Espoir. JJ allait pouvoir édifier les bases de sa fanfiction perso sans trop de résistance et faire comme si la prélogie n'existait pas. En contrepartie, Disney y trouvait son compte puisqu'en singeant la trilogie originale, elle allait capitaliser sur le seul dénominateur commun entre toutes les coalitions de fans, même celle qui ne peut pas voir la prélogie en peinture. Bah oui, quand on y pense, d'un côté vous avez souvent les premières générations de fans qui ont hurlé à la mort en disant que la prélogie ce n'était plus du Star Wars. Je peux plus regarder du Star Wars. Je peux plus, c'est fini. C'est un univers que je peux plus voir. Pourquoi? Pas simplement à cause de la prélogie, Et d'un autre côté, vous avez une autre génération de fans qui a grandi avec la prélogie et pour laquelle l'aversion est peut-être plus modérée, voire négligeable. Dans 20 ans, il y aura le même genre de personnes qui auront leur âge et qui seront aussi fans de la première trilogie qu'eux ont pu l'être de Luke et Han Solo. Des fans de la trilogie originale, certes, mais qui maintiennent une sorte d'affection, de nostalgie envers la prélogie. What do you think, Cole? With the white? Yeah. And who's your favorite? Darth Maul. Bien sûr, je schématise. Je sais que les opinions varient beaucoup au sein même des générations, et si je fais dans le caricatural, c'est surtout pour écourter l'argument. Par exemple, moi je me considère plutôt comme une sorte d'hybride qui pendant longtemps n'a pas trop su quoi en faire de cette prélogie. Je n'en suis pas fan, mais je la respecte pour ce qu'elle est. Peut-être il y a aussi le fait que la prélogie soit tombée à un moment plutôt transitoire de ma vie, entre la préadolescence et l'adolescence. Effectivement, mon enfance a été couvée par la trilogie originale tout en ayant été encore relativement jeune lors de la sortie de La Menace Fantôme. C'était plutôt cool quoi. Pour les films suivants, j'ai eu le temps de grandir un peu plus et j'étais devenu peut-être un peu moins concerné ou plus exigeant sur certains aspects. I don't like sand. Et puis à la même période, comparativement... Oh ouais. Ouais. Et soyons honnêtes, claque cinématographique de ta vie à 12 ans, et puis ensuite on te dit que les clones, là, vous voyez, ceux qui ressemblent à une cutscene de jeu PlayStation 2, ça se tient aussi. Autant vous dire que pour moi, il n'y avait pas match. Pourquoi ils sont en CGI, les clones, George? George, pourquoi? Ça marchait très bien, les costumes. Malheureusement pour elle, donc, la prélogie a souffert de la comparaison avec la trilogie originale, évidemment intouchable, mais aussi avec les films et événements qui sortent à la même période, comme la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais aussi Matrix, Pirates des Caraïbes, les premiers Harry Potter et j'en passe. Une compétition donc féroce et toute une partie de fans passablement déçus. Enfin, vous avez une manière de présenter ça aussi. Outre la valeur intrinsèque et cinématographique des films, la prélogie a aussi entraîné des conséquences importantes sur la mythologie Star Wars. On assistait à une prise de position, certains diront des éclaircissements, concernant les propres règles de l'univers et notamment le fonctionnement de la Force. Des orientations qui n'ont évidemment pas plu à tout le monde. Et le grand concept, au centre de la controverse, ce sont les midi-chloriens. What does that mean? Il faut comprendre qu'à l'époque de la trilogie originale, la Force était perçue comme une sorte de pouvoir mystique plutôt vague et dont la mesure restait difficilement palpable. It's an energy field created by all living things. It surrounds us, it penetrates us, it binds the galaxy together. Mais avec la prélogie, George Lucas réforme cette notion avec l'apport de ce qu'il appelle les midi-chloriens, sorte de petits organismes permettant de canaliser la Force et d'en tirer parti. Midi-chlorians are a microscopic life form that resides within all living cells. Selon la version canonique, le taux de midi-chloriens dans le sang semble avoir une incidence sur le degré de maîtrise de la Force. Et si vous en avez tout autour du ventre, comme Anakin, il y a moyen que vous soyez l'élu. Et pour certains fans, c'est un petit peu le drame, puisque c'est en quelque sorte perçu comme une redéfinition un peu soudaine des règles que l'on connaissait déjà jusqu'ici. Mais pourquoi exactement est-ce que certains ont pété les plombs sur ce concept de midi-chloriens ? Eh bien parce qu'en règle générale, quand on crée un monde de fiction comportant du surnaturel comme condition de base, par exemple la magie qu'on peut retrouver dans les romans de fantasy et de merveilleux, la question de l'organisation de cette magie a toute son importance.
Pour y voir plus clair, il est assez commun de se référer au spectre ou continuum opposant les systèmes de soft magic et les systèmes de, vous l'avez deviné, de hard magic. En d'autres termes, un système non contraignant, soft, et à l'opposé, un système contraignant, hard. Dans les systèmes dits soft, les règles structurant l'existence et l'utilisation de la magie sont plutôt vagues, indéfinies et mystérieuses. Typiquement, le légendaire de Tolkien rentre plutôt bien dans cette catégorie. On est assez vague sur la provenance de la magie utilisée par Gandalf. Est-ce qu'il est obligé de réciter un sort pour que ça fasse effet, ou est-ce qu'il peut juste tirer des boules de feu avec son bâton quand ça l'arrange? Est-ce qu'il peut puiser de la magie à l'infini, ou est-ce qu'il existe une limite? Est-ce qu'elle est quantifiable? On était venu pour un sort de boule de feu pour aller attaquer un orc, vous nous donnez un parchemin. Un parchemin de boule de feu. Et je vous ai dit que quand on le lisait, ça déclenchait quoi? Une boule de feu. Enfin bref, vous voyez un petit peu l'idée. Dans un système soft, les règles peuvent être très flexibles, voire volontairement indéfinies. Pour les systèmes dits hard, eh bien c'est l'inverse. Les règles sont bien plus établies et plus solides et plus facilement mesurables. En somme, les règles sont contraignantes. Et là, l'exemple typique du hard magic, c'est le manga Full Metal Alchemist, FMA en plus court. Dans la série, le système de magie, ici l'alchimie, est établi à travers des règles et des limitations spécifiques, allant jusqu'à être des enjeux narratifs en tant que tels. Sans trop aller dans les détails, l'alchimie dans l'univers FMA s'inspire beaucoup de préceptes scientifiques réels, tels que la loi de la conservation de la masse de Lavoisier et par extension les principes de la thermodynamique. Un personnage peut par exemple transformer la forme de la matière existante et à disposition, mais l'alchimie ne devrait pas permettre de créer quelque chose à partir de rien. Certaines lois ne peuvent en effet pas être transgressées. I will use the force to heal my broken body. En soi, tenter de déceler des systèmes contraignants des systèmes non contraignants peut être un exercice amusant à faire, tout en sachant que ce n'est pas une science exacte bien sûr. Et la plupart du temps c'est même un continuum. À quelques exceptions près, les récits comportent très souvent un mélange des deux. Il s'agit plutôt de voir de quel côté ça penche un peu plus. Game of Thrones rentre assez facilement dans un système soft. Harry Potter, c'est un peu plus compliqué, on peut effectivement débattre sur certains points, et j'ai presque envie de dire que l'important c'est que c'est pas quelque chose de seulement binaire quoi. Hein? Vous l'avez? Alors où se place Star Wars dans tout ça? Eh bien c'est un petit peu là toute la question, puisque comme je le disais, dans la trilogie originale, la magie, c'est-à-dire la force, avait bien un côté mystique et plutôt vague. Un pouvoir qu'on est censé ressentir, c'est présent partout, mais pas de règles super concrètes. Une pluie de pierre en intérieur donc. Je vous prenais pour un pied de chaise, mais vous êtes un précurseur en fait. Oui, bon les druides c'est balèze dans la nature, c'est pas fait pour les endroits clos. Traditionnellement, on a pour l'habitude de dire quand même que Star Wars ça se place plutôt du côté du soft magic, sans forcément être à l'extrême, puisqu'il existe quand même certaines règles plus ou moins concrètes, comme l'influence génétique sur les prédispositions envers la force. Et ça, retenez-le parce que ça va être important. Donc dans l'ensemble, Star Wars me semble plutôt logiquement naviguer vers du côté du soft magic. Sauf qu'avec la prélogie, eh bien tout ça, ça change un petit peu. Le nombre de midi-chloriens peut avoir une incidence ou indiquer sur l'aptitude à manier la force. Une règle complètement quantifiable. He is the chosen one. Ah, et puis en plus, là, on commence à parler d'une prophétie, voilà, une forme d'énoncé, en somme, une règle plutôt particulière. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Comme si, avec la prélogie, l'univers Star Wars finalement avait un petit peu glissé lentement vers un peu plus de hard magic. Et qui dit système plus contraignant, dit système avec plus de nouvelles contraintes narratives. Une situation qui complique passablement la tâche pour de futures productions Disney Star Wars. La compagnie aurait sans doute préféré rester avec les propriétés surnaturelles plus mystiques et vagues de la trilogie originale. Alors attention, je ne compare pas les deux systèmes en disant qu'il y en a un plus simple qu'un autre, j'ai même volontairement schématisé la différence entre les deux. C'est pas forcément plus facile de faire du soft, tout dépend en fait de la minutie et la qualité intrinsèque d'une œuvre. Regardez le légendaire de Tolkien, oui c'est du soft magic, pourtant personne va oser nous dire que ça manque de détails. En revanche, l'avantage du soft magic pour Disney, on va dire, c'est qu'on échappe sans doute plus facilement à la détection. Si les règles sont plus clairement établies, si on s'attend à plus de rigueur, il est en effet tout de suite plus difficile de passer entre les gouttes. Le fan averti risque d'être rapidement plus critique. Et ça, c'était effectivement la crainte principale de Disney dès le départ. Les fans étaient vus comme une menace. On a vu que George Lucas, l'auteur de Star Wars lui-même, avait subi les foudres des fans de la franchise. Rejeter la prélogie avait donc deux avantages pour Disney. D'une part, ça évite de devoir faire avec ces nouvelles règles qui compliquent sacrément l'écriture des futurs scénarios, déjà qu'ils sont pas très doués.
beauty. Et d'autre part, ça permet de décrédibiliser George Lucas. C'était peut-être un énorme indice sur la propension de Disney à n'avoir aucun problème à ignorer le créateur de la franchise en ne récupérant que ce qui arrange. JJ, what happened to Darth Vader's grandchildren? Oh, George. This is great. You tell me, man. Une action peut être vue comme acceptable aux yeux d'une génération qui détestait la prélogie, mais était-il raisonnable d'imaginer que Disney allait s'arrêter là? I carried them. I created them. Ouais, bah, ça veut dire The Acolyte, ça, hein? On n'est pas au bout de nos peines, hein? Une pierre deux coups donc, on s'évite les emmerdes en misant sur la version du lore la plus interprétative possible, et on retire la pertinence du créateur initial. En gros, on tire sur l'ambulance, la voie royale pour faire tout et n'importe quoi. Je savais que The Acolyte ça allait être nul, mais si on m'avait dit que ça allait être à ce point dévastateur... Parce qu'à la base, j'avais prévu de faire une grande vidéo assez longue qui regroupe un peu tout, mais comme la série c'est un peu de l'eau à mon moulin, je me suis dit que j'allais retravailler l'écriture et faire un truc en 3 parties plutôt, histoire de pouvoir s'adapter à la nouveauté, vous voyez. Alors voilà, on se voit bientôt pour l'épisode 2, donc... Allez, bye bye!